Alors, comment on fait pour écrire les règles du jeu pour tout un pays? C'est une question énorme, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, le processus, parfois chaotique mais toujours fascinant, de la création d'une constitution. Oui, la question a l'air simple, mais la réponse est tout sauf simple. C'est la question fondamentale. Qui tient le stylo? Est-ce que c'est un roi, un petit groupe d'experts, ou est-ce que c'est le peuple lui-même? Parce que, au fond, la réponse à cette question, ça définit l'ADN d'une nation. Il ne faut pas se leurrer. On ne parle pas juste d'un exercice juridique un peu ennuyeux. Non, non. Écrire une constitution, c'est un véritable bras de fer. C'est là qu'on voit, sans phare, qui a vraiment le pouvoir. Et pour y voir un peu plus clair dans tout ça, on peut en fait tout résumer à deux grandes méthodes, deux philosophies qui s'affrontent. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'un côté, la méthode autoritaire, le peuple est sur la touche. De l'autre, la méthode démocratique, le peuple est au centre du jeu. C'est vraiment le jour et la nuit. L'un, c'est le pouvoir qui vient d'en haut, l'autre, c'est le pouvoir qui émerge d'en bas. On en revient toujours à la même question finalement, qui a le dernier mot? Bon, allons-y. Plongeons d'abord dans la première approche, la méthode autoritaire. Ici, comme son nom l'indique, le pouvoir est ultra concentré. Tout se décide en haut, par une seule personne ou un tout petit groupe. Alors, la version la plus radicale de cette méthode, c'est ce qu'on appelle une constitution octroyée. Le mot est un peu chic, mais l'idée est simple. Elle est donnée, accordée. C'est un peu comme un cadeau du souverain à ses sujets. Sauf que c'est un cadeau qu'on n'a pas le droit de refuser. C'est un monologue, pur et simple. Le peuple écoute et c'est tout. Et pour que ce soit bien concret, on a un exemple parfait. Le Maroc, en 1962. Là, c'est le roi Hassan II qui a pris les choses en main. Il a supervisé lui-même la rédaction avec une petite équipe de conseillers, des conseillers qu'il avait bien sûr choisis lui-même. Le peuple, dans tout ça, totalement hors jeu, simple spectateur. Ok, il y a une variante un peu plus subtile. La constitution dite négociée. Là, sur le papier, ça a l'air mieux. On imagine un dialogue, une table ronde où le dirigeant discute avec des représentants du peuple. Mais attention, les apparences sont souvent trompeuses. Cette discussion, elle a des règles bien précises. Parce que voilà le détail qui tue, le point absolument crucial. Même si on discute, même si on débat pendant des heures, à la fin, le dernier mot revient au roi. L'avis des représentants, c'est juste un avis, consultatif. Le vrai pouvoir de décision, le veto final, il ne quitte jamais les mains du souverain. Allez, on change complètement de décor. Maintenant, on passe de l'autre côté du spectre. Explorons la méthode démocratique. Qu'est-ce qui se passe quand le pouvoir n'est plus concentré en haut, mais qu'il appartient à tout le monde? Eh bien, vous allez voir, ça change absolument tout. Le principe de base de la méthode démocratique, c'est la souveraineté populaire. Des grands mots, mais l'idée est simple, c'est le peuple qui décide. Alors, comment ça se passe en pratique? Eh bien, premièrement, on élit une assemblée spéciale, une commission constituante. Ces gens-là, leur seul boulot, c'est de rédiger un projet de constitution. C'est une mission temporaire. Une fois le texte écrit, hop, la commission disparaît. Mais le point le plus important, c'est que leur travail n'est qu'un brouillon. Le texte n'est pas encore gravé dans le marbre. Et c'est là qu'intervient le chiffre magique de ce processus. Si on ne devait retenir qu'un seul chiffre, ce serait celui-là, 2. Pourquoi 2? Parce que dans ce modèle, le peuple intervient à deux moments clés, deux moments décisifs. Alors, regardons ça en détail. Premier moment clé, l'élection de cette fameuse commission. C'est l'acte 1. On choisit les architectes du projet. Puis, une fois que ces architectes ont fini leur plan, vient l'acte 2, le moment de vérité, le référendum. Là, c'est le peuple tout entier qui enfile la casquette de juge et qui vote. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est ça, le cœur du réacteur démocratique. C'est une double validation. Le peuple est là au début pour choisir qui écrit, et il est là à la fin pour approuver le travail. C'est l'alpha et l'oméga du processus. La boucle est bouclée. Voilà, on a fait le tour, on a vu deux mondes, vraiment deux philosophies totalement opposées. D'un côté, un pouvoir qui vient d'en haut, de l'autre, un pouvoir qui vient d'en bas. C'est aussi simple et aussi fondamental que ça. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardons-le ensemble. Côté autoritaire, qui écrit? Le dirigeant. Qui a le dernier mot? Le dirigeant. Le rôle du peuple? Spectateur ou au mieux, consultant. Maintenant, côté démocratique, qui écrit? Une commission élue par le peuple. Et qui a le dernier mot? Le peuple lui-même, via le référendum. Le rôle du peuple est donc central, il est décisif. On ne peut pas être plus clair. Donc, si on veut vraiment tout résumer, la question n'est pas juste de savoir comment on écrit une constitution, avec tous les détails techniques, non. La vraie question, la seule qui compte, c'est qui a le pouvoir ultime de la transformer en loi? Où se trouve la souveraineté? Chez un seul homme ou dans le peuple? Tout le reste en découle.
Et ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Est-ce que la manière dont une constitution vient au monde détermine son destin? Est-ce qu'une constitution octroyée sera moins respectée, moins solide qu'une constitution née de la volonté populaire? C'est une sacrée question, et elle est loin d'être juste théorique.